Merci Jean-Hervé. Bonjour à tous. Il s'en va, mais je le remercie quand même. Il fait un travail absolument exceptionnel. Il nous a énormément soutenus, accompagnés, encouragés. Il fait partie de notre conseil d'orientation du Lab de BPI France, qui est notre direction des études, qui a publié récemment une étude sur les fintech, qui était faite par notre camarade de Noyel, qui est ici présent. Une étude absolument passionnante. Alors, BPI France, j'ai rien à vous montrer. C'est pas moi, ça. BPI France termine une année à nouveau assez canon, j'ai envie de vous dire, puisque on aura fait une croissance de nos crédits de 12% dans l'année, et qu'on aura à nouveau investi en fonds propres à peu près 2,5 milliards d'euros. On aura en fonds de fonds, en particulier, injecté 1,3 milliard d'euros dans les fonds français. La moitié étant dans des fonds de capital risque. Et donc, et j'en arrive au sujet d'aujourd'hui, vous pouvez imaginer que pas mal de ces fonds de capital risque sont en soutien des fintech françaises. Donc on injecte beaucoup de capitaux, de poudre sèche, comme on dit dans notre jargon. Et puis par ailleurs, nous avons nos fonds directs qui continuent également d'investir significativement. Alors dans le capital risque, cette année, on aura investi à peu près 200 millions d'euros. Mais je dois à la vérité de dire qu'en 2016, nous n'aurons pas fait d'investissement en fintech. En fintech, nous avons investi en direct en 2015 dans deux entreprises qui étaient Uniland et Famoco, que vous connaissez, je pense, et qui sont des entreprises extrêmement prometteuses. Alors la question s'est posée entre nous de savoir pourquoi en 2016 on n'avait pas investi en direct dans des fintech, et d'ailleurs pourquoi, quand on regarde un peu plus les chiffres, on voit une chute quand même des investissements et des levées de fonds en matière de fintech en 2016 par rapport à 2015 dans le monde entier. Aux États-Unis, on est passé de 6 à 4 milliards de dollars entre 2015 et 2016. En Europe, on a également baissé. On est seulement à 900 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année en levée de fonds, de fonds spécialisés fintech ou de start-up fintech. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose qui mérite d'être commenté. La vérité, c'est que beaucoup d'argent a été investi dans les années passées, qui est en train d'être digéré, et tous les fonds sont en train de comparer les business plans qui avaient été vendus par les patrons de start-up et la vérité du marché. Bon. Et bon, il y a une petite déception quand même. C'est pas qu'on ne soit pas en croissance, c'est simplement que les pentes de croissance qui étaient promises dans les business plans ne sont pas forcément exactement celles qui avaient été promises. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans ce monde de l'invention du futur, il y a une très forte concurrence entre les thèses. Et on est dans un monde qui est à la fois un monde de grande rationalité, mais aussi un monde d'émotions moutonnières. Bon. Or, on doit à la vérité aussi de dire qu'en fin d'année 2016, ce qui fait les titres, c'est moins la fintech aujourd'hui que l'intelligence artificielle, le big data, plus que jamais, la réalité virtuelle, etc. Donc on voit nos fonds partenaires, on en finance en fonds de capital risque en France à peu près 90. Donc on est en mesure, nous, de regarder vers où s'orientent toutes ces équipes. 90 fonds, vous multipliez ça grosso modo par 10, ça fait 900 professionnels. Ces professionnels-là, ils vont où en ce moment ? Ils vont un petit peu moins sur la fintech que l'année dernière. Voilà. Et ils vont clairement sur l'intelligence artificielle, la tech. Alors, dans le monde financier, ils s'intéressent de plus en plus on va dire, aux RegTech, c'est-à-dire aux entreprises qui permettent de fluidifier cette espèce de masse d'obligations régulatoires qui nous tombent dessus tous, y compris BPI France, puisque, comme vous le savez, on est régulé par la Banque Centrale Européenne, donc on a exactement les mêmes impératifs que n'importe quelle banque française, Crédit Mutuel, Société Générale, BNP Paribas. On est absolument banalisé de ce point de vue-là, donc on voit ce que ça représente, évidemment. Et tous les outils qui nous permettent de fluidifier ceci, de le digitaliser, de réduire les obligations quand même qui deviennent très considérables de recrutement d'équipes de plus en plus importants. Là ? Oui, c'est mieux. On le fait. Voilà, écoutez, grosso modo ce que je peux dire. Alors avec le pôle de compétitivité, bien entendu, on travaille beaucoup. On le fait dans cette triangulation entre BPI France, opérateur du programme des investissements d'avenir, et les pôles de compétitivité qui ont leurs propres initiatives, mais qui viennent proposer des entreprises dans le cadre des appels à propositions qui sont lancés par le programme des investissements d'avenir.
Et donc, et qui souvent d'ailleurs sont des lauréates du concours national d'innovation et qui souvent ont été catégorisés jeunes entreprises innovantes et donc financés par BPI France. Tout ça forme un écosystème qui marche bien, hein, qui est très connecté, où chacun, comme tu le dis très bien, fait ce qu'il a à faire. Hein. Donc nous, on est un peu le banquier des pôles de compétitivité. Les pôles nous amènent des idées, du deal flow, des entreprises early stage qu'on regarde, qu'on pousse vers les appels à propositions du programme d'investissement d'avenir, qu'on pousse vers le concours mondial d'innovation, qu'on pousse vers le concours national d'innovation du ministère de la Recherche, et le tout dans un continuum qui me paraît fonctionner bien. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait, encore une fois, de crevasse ou de rupture dans ces processus. Pour certaines d'entre elles, on va jusqu'ensuite les accueillir dans nos accélérateurs, hein, que ce soit ceux qui sont boulevard Haussmann. Famoco, par exemple, est présent dans l'accélérateur de BPI France, boulevard Haussmann, depuis maintenant 2 ans. Hein, donc c'est une entreprise qui est presque intimement liée à l'évolution de la banque, ou bien dans les accélérateurs privés que nous finançons en capital, puisque, comme vous le savez peut-être, nous avons un fonds d'investissement qui investit en capital dans les accélérateurs français. Voilà. Donc on a la possibilité, au fond, d'injecter les coups de pouce. L'argent, ça n'est qu'un coup de pouce, exactement là où il faut, à peu près quand il faut. On a beaucoup de chance. On a été abondamment doté par le programme d'investissement d'avenir pour faire ça. Et puis on a les fonds propres qui conviennent. Donc nous n'avons pas le droit à l'échec en la matière. Hein. Donc les fintech françaises doivent savoir qu'elles ont absolument le soutien de BPI France, plus que jamais. L'année dernière, j'avais donné des chiffres qui étaient des chiffres par nature assez impressionnants, parce que comme on est au centre du dispositif, évidemment, quand vous comptez nos fonds directs et les fonds partenaires privés que nous finançons, par définition, on est présent directement ou indirectement en capital dans 90% des fintech françaises. Hein, voilà. Donc le sujet du moment, peut-être pour conclure là-dessus, c'est il faut maintenant que ces startups qui ont été très correctement financées fassent le business plan qu'elles nous ont promis. Voilà. Parce que le capital risque, c'est pas la sécu. Hein, donc, ben oui. Et le second point que je voudrais signaler, c'est que vous savez que BPI France régulièrement dit aux grandes entreprises françaises, vous n'achetez pas assez de start-up. Hein, vous ne consolidez pas l'écosystème français. Nous produisons et faisons grandir une infinité de jeunes pousses. Ça va finir par devenir une forêt de bonsaï si une partie d'entre elles n'est pas rachetée par vous. Bon. Paul-François Fournier, qui est le patron de la division innovation de BPI France, a même publié une tribune dans Le Monde la semaine dernière sur ce sujet. Et on fait en effet des comparaisons entre l'appétence pour l'acquisition de start-up des grands groupes américains et des grands groupes français. Bon, les grands groupes français achètent chaque année, on va dire, 1/5, voire parfois 1/10 de ce que font leurs homologues américains. Ceci ne s'applique pas à la banque française. La banque française a compris qu'il fallait travailler en open innovation. Je ne dis pas toutes les banques françaises, mais enfin, des banques comme BPCE et comme Arkea sont fortement acquisitives de start-up de la fintech française, et c'est une excellente chose. Hein. En quoi, et BNP Paribas s'y met également, Société Générale va s'y mettre, ou s'y est déjà mis, ça c'est absolument fondamental. Toutes ne deviendront pas des licornes. Hein. On peut imaginer avoir 1 ou 2 licornes françaises dans la fintech, probablement pas plus. Et tout le reste, si on ne veut pas que les grandes banques américaines ou britanniques soient les consolidatrices de notre intelligence qui est ici présente dans cette salle, il faudra que ce soit les banques françaises. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ont démarré. Hein, c'est qu'elles ont compris et elles se sont débrouillées, en avance en marchant, hein, c'est un territoire totalement inconnu, pour construire des méthodes d'accostage, j'ai envie de dire, de ces petits bateaux aux grands vaisseaux que sont les banques, qui soient opérationnels, opératoires, et non prédatrices. Hein, puisque le problème régulier qu'on a constaté, c'est vous achetez une start-up, vous la détruisez. Hein. Ce que Arkea a réussi à faire, et l'a montré avec Mongo, Litchi et avec auparavant les autres entreprises qu'il avait achetées, c'était cette capacité justement, Ronan Lemoyle est extrêmement pertinent en la matière, à attirer les talents, les préserver, faire grandir les intelligences dans des mondes qui sont des mondes, on va dire, dont le pH est quand même assez différent du pH naturel de la start-up. Encore une fois, BPCE s'y met, et je pense va trouver la martingale, et les autres vont le faire progressivement. Donc je considère ça comme une très très bonne nouvelle par rapport à d'autres secteurs du CAC 40 qui n'en sont pas encore là, et que nous poussons beaucoup
à aller dans cette direction-là. Hein. Ça suppose que, en particulier, moi j'ai été directeur financier d'une grande boîte du CAC, donc je sais ce que c'est, que les CFO de ces boîtes-là arrêtent de considérer que quand ils achètent à des multiples d'EBITDA sensiblement différents au leur, c'est un crime. Il ne faut surtout pas raisonner dans ces termes-là. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Ce sont deux finances différentes. Il y a une finance où vous achetez France 2030 et il y a une finance où vous achetez France 2019. Ce n'est pas la même quantification de la valeur du futur. Voilà. Et donc, il faut accepter de payer des multiples qui sont les multiples des fonds de capital risque. Une fois qu'on a compris ça, quand on est un CFO du CAC 40, on peut libérer une énergie et une liberté acquisitive pour l'entreprise qui est vraiment fondamentale. Donc c'est un message qu'on continuera de livrer, Urbi et Orbi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire en un mot commençant. Merci beaucoup. Merci.